Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va à la bataille de Montereau et on va savoir toute l'histoire, il y aura des spectacles et tout ça. Donc voilà, et on se retrouve plus tard. C'est bon, on est arrivé. Donc là on marche pour arriver jusqu'au truc là. Donc on arrive à Montereau, donc je coupe et on se revoit dès qu'on est arrivé. De la bataille va donc débuter et comme vous allez le constater, les troupes vont prendre place de façon miniature un petit peu. Nous allons reconstituer au format réduit donc pour vous évoquer ces combats du 18 février 1814, il y a donc tout juste aujourd'hui 210 ans. Et vous l'entendez, la musique s'apprête. Rappel historique important, nous sommes donc en 1814 et Napoléon vient d'engager depuis le début de l'année une lutte acharnée pour défendre le pays. Lui qui a connu des campagnes militaires si glorieuses, rappelons-nous de ce qui s'était passé à Arcole et à Rivoli pendant la première campagne d'Italie, l'Égypte avec cette fameuse bataille au pied des pyramides, où il avait proclamé cette fameuse harangue du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent. Eh bien, il était devenu donc à partir de 1799, les 9 et 10 novembre, premier consul, et il avait engagé pour le pays près de 240 réformes qui aujourd'hui encore constituent le socle de la nation française. La Banque de France, les lycées, la Légion d'honneur, mais également les prud'hommes. Toutes ces institutions qui continuent encore aujourd'hui de rythmer notre quotidien ont été inventées sous le consulat et l'Empire. Et Napoléon doit donc toujours affronter l'adversaire qui cherche par tous les moyens à mettre à terme à la République française, dont il est non seulement le consul dans un premier temps, et dont il sera ensuite l'empereur. Il affronte donc les Autrichiens qu'il avait déjà combattus dans les plaines italiennes une seconde fois, en 1800, et il va cesser de les retrouver sur son passage, ce qui sera le cas ici, à Montereau. En 1800, vous vous rappelez sans doute ce fameux tableau où on le voit passer les Alpes à dos de cheval, même si on sait que la réalité était différente, mais ça lui permet de passer de l'autre côté du massif pour prendre à revers les adversaires et se retrouver face à eux le 14 juin 1800, donc à Marengo, bataille ô combien célèbre. Les Autrichiens, ils les affrontent également, devenus empereurs depuis le 18 mai 1804 et couronnés à Notre-Dame de Paris le 2 décembre suivant. Ils les affrontent donc un an, jour pour jour, après son couronnement de Notre-Dame, dans les plaines de la Moravie, à Austerlitz. Cette bataille qui est restée fameuse sous l'appellation de bataille des deux empereurs. Il affronte à ce moment-là l'empereur d'Autriche, François Ier, et le tsar de toutes les Russies, Alexandre, qui pense, à leur époque évidemment, qui pense ne faire qu'une seule bouchée des troupes françaises. Mais l'opération est plus complexe que prévu, et les Autrichiens ne vont jamais cesser, malgré la paix signée en cette fin d'année 1805, d'affronter les Français. Ce sera notamment le cas en 1809, et la cavalerie que vous voyez entrer sur le champ de bataille, vous pouvez les applaudir. Cette cavalerie, dont les hauts faits seront une des fiertés de l'armée française, et bien cette cavalerie a également avec elle des personnages ô combien célèbres.
On peut rappeler notamment le maréchal Murat, beau-frère de l'empereur, un cavalier émérite, mais également parmi les hussards, un des généraux qui sans doute a le plus été célèbre à son temps, le général Lassalle, qui mourra justement pendant cette campagne de 1809 que j'évoque en ce moment. Mais après la campagne de Russie, dont les restes continuent de hanter les souvenirs des soldats, là vous l'entendez, les troupes adverses sont en train de galvaniser les troupes et de s'installer donc pour affronter l'adversaire français. Donc en 1809, cette campagne militaire s'achève par le traité de Schönbrunn du 14 octobre, et Napoléon sait, de toute manière, même s'il épouse une Autrichienne, Marie-Louise, que les Autrichiens seront un jour sur son parcours. Et c'est ce qui se passe ici. Depuis le début de l'année 1814, les combats font rage. Napoléon a réussi à réunir près de 450 000 hommes, dont certains sont encore en réserve, et parmi lesquels se trouvent les fameux gardes nationaux que l'on va retrouver ici à Montereau. Eh bien, Napoléon s'apprête donc à affronter d'un côté l'armée de Silésie dirigée par le feldmarschall Blücher, et de l'autre, les armées de Bohême que conduit le général Schwarzenberg, qu'il a déjà affronté notamment à Austerlitz et qu'il a surtout défait en 1813 à la bataille de Leipzig. Et pour éviter que ces deux armées ne se réunissent, ces deux armées coalisées entre les Prussiens d'un côté et de l'autre les Autrichiens, eh bien Napoléon les affronte dans des combats séparés pour justement avoir la prééminence sur eux. Et vous le voyez, les troupes sont en train de se préparer pour s'installer sur le champ de bataille. On peut les applaudir. Nos amis sont en train de prendre position comme ils le faisaient au matin du 18 février. Je le disais, donc Napoléon les a affrontés à partir du mois de janvier, et parmi les batailles les plus célèbres, on peut nommer notamment Châlons en Champagne, où les premiers combats font rage, et puis ensuite une de celles qui va le plus marquer l'empereur en personne, c'est bien entendu sur les lieux où il avait fait ses formations lorsqu'il était tout jeune élève, à peine à 10 ans, à Brienne-le-Château. À Brienne, il repousse justement les armées prussiennes, et il manque d'ailleurs de faire prisonnier le feldmarschall Blücher qui se trouvait sur le château, là même où Napoléon avait fait ses classes. Et le 1er février, alors qu'il pense être maître du terrain, eh bien, il faut subir une première défaite à la Rôtière. Vont suivre pendant ce mois de février 3 grandes batailles demeurées à la postérité, ces 3 batailles qui vont permettre justement de repousser l'échéance. C'est tout d'abord Champaubert, où Napoléon se trouve le 10 février et où il permet justement à ses troupes de reprendre la main sur une situation qui était bien compromise. Le lendemain, alors que les soldats n'ont pas eu le temps de se reposer, dès le lendemain, le 11 février, il affronte les troupes alliées coalisées à Montmirail. Et enfin, le 14, alors qu'il pensait justement que l'unité n'était pas faite du côté des coalisés, eh bien, de nouveau, il doit les affronter à Beauchamp, et il comprend que la bataille décisive va se dérouler dans les jours qui vont suivre. Le 17 février, donc, la veille de la bataille de Montereau, il a donné ses instructions. Ah, vous le voyez, nos amis cavaliers sont en train de se positionner. Ils savent que les faubourgs de Montereau sont donc pris par les adversaires, et parmi eux se trouve le prince de Wurtemberg, qui a disposé ses effectifs de manière à justement éviter que les Français ne prennent les ponts, qui sont le nœud stratégique de cette... Ça y est, l'artillerie commence à canonner. 3 armes s'affrontent. Tout d'abord l'artillerie qui prépare le terrain en lançant ses canons, et pour éviter justement que le général Pajol, qui a reçu ses instructions la veille par l'empereur, ne puisse déboucher de la forêt où il se trouve avec ses cavaliers et ses fantassins.
La garde nationale est disposée de la sorte. C'est elle qui, la première, doit prendre position sur les hauteurs au nord donc de la ville. Mais face à elle, la défense des Austro-Wurtembergeois est faite de telle manière qu'il sera difficile de les déloger. Sur l'aile gauche, le maréchal Victor, duc de Bellune, a reçu aussi ses instructions de Napoléon. Il doit absolument prendre la ville dès la fin de la matinée, sinon Napoléon sera obligé de faire personne, ce qu'il fera. Les Wurtembergeois sont donc installés. Ils ont concentré autour de la ville 14 bataillons, près de 16 escadrons et 4 batteries, dont l'une est en train de tirer, comme vous l'avez vu tout à l'heure. À leur côté se trouve une compagnie de pionniers autrichiens du 1er corps de Bianchi qui représente un effectif total d'environ 18 000 hommes. À l'aile gauche, c'est la brigade wurtembergeoise du général baron Stockmayer et à ses côtés les 2 bataillons du régiment d'infanterie légère. Les premières attaques menées par le général Pajol et Méric Cavalier vont permettre justement d'ouvrir des brèches. Parce que du côté des premiers fantassins, on se comprend que la bataille va être rude et compliquée. À partir de 7 h du matin, on se repose comme on peut. Et pendant ce temps, la batterie wurtembergeoise continue de tirer. La cavalerie s'attête à lancer ses assauts. C'est sur l'aile droite qu'elle va déboucher. C'est près d'ailleurs du hameau du Dragon Bleu, sous la garde des gendarmes à pied. C'est 700 gendarmes qui viennent d'Espagne qu'elle s'apprête à affronter justement les fantassins. Mais derrière elle, la cavalerie coalisée tente par tous les moyens de la repousser. Et vous le voyez, un soldat du 23e dragon manque d'être fait prisonnier. On se tient en respect. Et ce mouvement tournant justement autour des Ormeaux par le sud va permettre justement au 1er bataillon du régiment autrichien de Colorado de se maintenir, mais avec beaucoup de difficultés. Les Français sont maîtres de la partie droite du dispositif. Et ça va permettre justement à Victor de se retirer en bonne position. L'aile gauche attend le soutien du général Gérard. Il est maintenant midi. Victor s'est retiré, a écrit sa dernière lettre à Napoléon. Et le général Gérard va justement installer ce qu'on appelle la réserve de Paris avec l'ensemble de ce dispositif. Entre la division Chauchot et la division Les Routiers, Victor donc se retire et laisse au général Gérard. Petite décision possible. Et derrière eux, les cris de Victor commencent à résonner. L'enthousiasme est à son comble.
Lefebvre qui a été ramené par une base de cavalerie et ses escadrons vont gagner justement Montreux. Pendant ce temps-là, les chasseurs vont laisser passer le maréchal et sa petite troupe pour accueillir par un violent feu de fil. Président du réseau des villes impériales, maire de la commune d'Autun, qui a accueilli l'empereur avant qu'il soit empereur. Il était au lycée militaire d'Autun et puis une délégation qui vient du Monténégro. Ensemble vont se présenter et 4 membres de l'association Jean-Marc Poignet va donc accompagner l'empereur qui va remettre à chaque association la solde, la fameuse solde que chaque soldat attendait en récompense. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une très bonne après-midi. À très bientôt. Là, je perce, je traverse, je me garde une petite boucle, je mets dans le trou. Oui, mais j'essaie de... J'ai plus la vie de 20 ans, c'est pour ça. Ah ben voilà. Un truc qui va pas. Parce qu'elle a dû sortir trop près du bord. Oui, j'ai l'impression, oui. On n'est pas dans le... Voilà, ça y est, cette fois-ci, c'est là. Ce point-là, il est un petit peu raté. Hein? Là, et je passe l'aiguille dans la boucle. Ce qui fait que quand je vais serrer, ah là là, il veut pas. Ah. Là, ça fait un nœud quand je serre.